Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est dessinateur et auteur de bande dessinée. Ouvrir l'une de ses œuvres, c'est prendre le risque de se perdre dans ses pages sans cases, dans ses 1000 couleurs et dans ses 1000 détails. Comme l'impression d'être à la fois noyé au milieu de l'infini et enfermé dans l'esprit de quelqu'un. Comme l'impression paradoxale d'un huis clos sans fin. Celle en tout cas que j'ai eue en ouvrant Le Roi Méduse, sa dernière BD. L'histoire d'Arthur, un garçon d'une dizaine d'années qui voit le monde à travers les yeux de son père, persuadé pour sa part de l'existence d'un complot mondial. Bonjour Brecht Evans. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Brecht Evans, si je devais voir le monde à travers vos yeux, comme Arthur voit le monde à travers les yeux de son père, qu'est-ce que j'y verrais ? Dans mon cas, peut-être pas grand-chose d'autre que vous-même voyez. En ce moment même ? Non, non. Moi, je suis pas complotiste déjà pour spécifier. Et j'imagine que peut-être je remarque quelques autres trucs que vous, mais... Donc j'y verrai pas spécialement ce que vous voyez vous dans vos BD. Ah, dans mes BD. Ouais, est-ce que quand je suis à travers vos yeux, je vois le monde tel qu'on pourrait tous le voir à peu près, ou vraiment vous avez une manière d'appréhender le monde particulière et qu'on va retrouver dans votre style qui est assez particulier, on va y revenir. Ouais. BD. Bah peut-être regarder mes BD, j'imagine que je les regarde avec un autre yeux, que je suis devenu insensible à certains boutons que ça a appuyé une fois le moment où je les ai écrits, mais que je deviens soudainement sensible à des autres trucs. Chaque lecteur fait toute son propre expérience avec, ce que j'adore. Pour ce qui est observer le monde qui m'entoure, je crois être quelqu'un de très moyennement alerte. Vous voulez dire même un peu endormi ? Ouais. Un peu inattentif ? Ouais. J'observe un petit truc et puis je vais rêvasser et pas remarquer 1000 autres trucs. Par contre, j'ai un métier dans lequel je peux bricoler avec les petits trucs que j'aperçois. Il faut pas beaucoup nécessairement pour aller jouer avec. Ça peut être un détail comme ça, une couleur, un angle, un objet, une disposition qui va vous interpeller ? Sur une petite idée, on peut bâtir un livre parfois. C'est le cas du Roi Méduse ? Est-ce que c'est parti d'une toute petite idée, cette histoire quand même qui semble se déployer, enfin qui se déploie quand même sur presque 300 pages, qui est faite de votre style, plein de 1000 détails, Brecht Evans, plein de couleurs. Non, c'est parti de quoi ? Alors peut-être j'avais tort. C'est basé sur une expérience. C'est pas basé sur. L'envie vient d'une expérience personnelle assez détaillée, qui prendrait 2 jours à raconter. On a un peu de temps quand même. Ouais, donc minutes, voilà, on a 40 minutes, un peu moins là maintenant, mais allez-y. Donc une expérience très détaillée, pas nécessairement. Mais pour ceux qui ont des idées, peut-être, ou des opinions, je commence jamais pour raconter, pour faire passer un message. Vous ne faites pas passer un message sur le complotisme, par exemple ? Non, en tout cas, au cours des années, dans ce cas de écrire, dessiner, écrire, je me découvre des opinions. En écrivant, on découvre qu'on a des idées ou on développe des idées parce que, à cause d'écrire une histoire, même une petite histoire en fiction, on commence à remarquer cette scène marche pas. Et pourquoi cette scène marche pas ? Pourquoi on veut le changer ? Pourquoi je veux faire un autre choix ? Ça vient d'une sorte d'idée de ça c'est beau, ce qui est beau a tendance à avoir quelque chose à voir avec ce que tu trouves vrai. Donc là, soudainement, des opinions, une vision du monde commence à jouer. Mais il n'y a pas besoin de l'expliciter, c'est juste dans les choix que tu prends en écrivant, une sorte de vision du monde apparaît, je pense. Vous dites que c'est basé, vous vous êtes repris non pas basé, c'est à partir d'une expérience que vous avez vécue, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez entendu parler du complotisme que vous avez décidé de faire une BD sur le complotisme et sur cet enfant qui voit à travers les yeux de son père un monde menaçant, en tout cas ourdi par un vaste complot. C'est quoi alors l'expérience de départ ? J'avais pas l'intention de faire un livre sur le complotisme. J'avais l'intention de faire un livre où un enfant raconte sa vie
En tout cas, c'était mon deuxième intention. La première vient après. Sur un enfant qui raconte sa vie et on a grande difficulté de déceler qu'est-ce qui serait vrai, qu'est-ce qui serait pas vrai. Et où finalement, c'est dans le chemin au milieu que le vrai plaisir artistique de ce truc passe, quoi. Que j'avais envie, il y a des années en tout cas, de marcher sur le chemin entre les deux, sans vraiment jouer un jeu de dans cette histoire il y a la fantaisie, il y a la réalité. Mais de rester un peu dans le mi-chemin où l'aventure est à la fois vraie et à la fois basée sur du délire. Sur la vraisemblance, en fait. Comment Sur la vraisemblance, c'est-à-dire que s'il semble vrai, mais qu'il n'est pas forcément. Ouais. En tout cas, on passe énormément de temps dans la tête de quelqu'un, ce qui est différent de mes autres BD, ce qui au début me faisait quasi un peu peur. Parce qu'il y a une voix narration. Il y a d'ailleurs, je me suis super amusé avec ça, des schémas, des choses qui représentent la vision qu'il y a dans sa tête cet enfant. Ce qui est très différent de mes autres BD où tout était montré en dialogue, où on voit les personnages interagir et on est censé deviner ce qui passe à l'intérieur de leur tête. Il n'y avait pas des bulles de pensée, tout ça. Vous avez dit, Brecht Evans, que ça c'était votre deuxième idée, c'est-à-dire vraiment d'être sur cette ligne de crête entre le vrai et le faux, sans non plus que ce soit un jeu pour le lecteur de se dire est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux, c'était pas ça qui vous intéressait, mais vraiment de vous situer sur cette ligne de la vraisemblance. Quelle était la première idée ? Bien. Qui arrive non chronologiquement apparemment. On raconte tout à l'envers. Oui. Déjà, mon expérience personnelle était d'avoir eu une bouffée délirante. J'aime bien comment vous appelez ça, un délire d'interprétation. Alors moi, je l'appelle pas comme ça. Ouais, j'ai vu ça. Peut-être c'est ça vous intéresse en tout cas. Un vieux terme pour le truc qui me plaît beaucoup parce que quand on dit psychose, et on connaît pas exactement, on n'est pas très expert. On peut s'imaginer des hallucinations visuelles, par exemple, voir des choses qui sont pas là. Et ça, c'est pas ce que c'est. Et ça me fait penser à ce que vous demandiez tout à l'heure de comment vous voyez le monde. Est-ce que c'est différent que ce que moi je vois? À ce point-là, oui, radicalement. C'est-à-dire que à ce moment-là de votre vie, en tout cas, on voyait pas la même chose. Ça c'est sûr. Et justement, on aurait vu la même chose. On aurait vu la même porte, on aurait vu la même personne, on aurait vu le même autobus qui s'arrête, mais on aurait interprété radicalement différent ce qui se passe autour. Le mot flamand pour cet état est pas délire d'interprétation, mais délire de, je sais pas comment traduire, mais délire où tout a un rapport avec moi, où je suis le centre du monde, ou quand l'autobus. Délire égotiste. Égotiste, égocentrique. C'est un peu plus moche quand même. Désolé. Désolé de tenter une interprétation. Je vous ai félicité pour délire d'interprétation. Mais et c'est ça aussi, c'était vraiment le cas. Donc moi je voyais cette personne a un agenda particulier avec moi, veut me recruter pour quelque chose, par exemple. Je vois cette porte, et derrière cette porte, il y a un énorme événement qui m'attend. Et il peut y avoir 200 personnes réunies, des personnes importantes, des personnes que je connais qui m'attendent pour une sorte de festivité finale ou des trucs comme ça. Et l'autobus, quand il s'arrête pour moi. S'il est en train d'attendre avec les portes ouvertes. Délire paranoïaque ? Ouais, dans mon cas, ça a été paranoïa joyeux. Ah c'est bien. Ouais, parce que croire que le monde me considérait la personne la plus importante du monde me gênait pas trop. Oui, mais c'était pas un délire de persécution. Ça peut être agréable. Non, aux persécutions, peut-être dans le sens de plus de paparazzo ou d'être très sollicité. Ouais. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Harry!
est Sirius? Il faudrait que tu apprennes à faire la différence entre les rêves et la réalité. Tu as vu ce que le Seigneur des Ténèbres voulait que tu vois. Maintenant, donne-moi la prophétie. Si vous faites quelque chose, je la casse. Ne t'es-tu jamais demandé quelle était la raison de la connexion entre toi et le Seigneur des Ténèbres, Pourquoi n'a-t-il pas réussi à te tuer alors que tu n'étais qu'un nourrisson? Ne veux-tu pas connaître le secret de ta cicatrice? Toutes les réponses sont là, Potter, entre tes mains. Tout ce que tu as à faire, c'est me la donner. Et je pourrai tout te révéler. J'ai attendu 14 ans. Je le sais. Je peux attendre encore un peu. Maintenant, Vous avez reconnu Brett Evans? Il m'a fallu un moment avec le doublage, mais on est dans du Harry Potter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Harry Potter et l'Ordre du Phénix de David Yates 2007. Si on a choisi cet extrait de ce film-là, vous vous en doutez, c'est parce que vous présentez le roi Méduse, donc Arthur lui-même, le héros de votre bande dessinée, comme le Harry Potter breton. Alors est-ce que c'est juste une blague ou est-ce que ça a un sens pour vous de le présenter comme ça? Moitié blague, moitié sens. Ouais, les deux n'étant pas exclus, c'est vrai. Déjà, il y a quelques années, j'avais envie parfois de montrer des dessins de la chose en public ou en parler, sans avoir un titre définitif. Et le Harry Potter breton faisait très bien l'affaire. On comprenait tout de suite de quoi il était question, c'est ça? En tout cas, je me disais, c'est alléchant. C'est vendeur? Ouais, et en néerlandais, je disais juste le Harry Potter français, tu vois, mais ça vous aurait pas fait rire. Et ça a un sens. Je suis pas très connaisseur d'Harry Potter. J'ai lu le 4e, je crois, mais je l'ai lu d'un trait. C'était très addictif. Mais il y a quand même un sens. Alors, c'est pas que vendeur. Ouais, quel est le rapport entre Arthur, ce petit garçon qu'on suit, qui voit le monde donc à travers les yeux de son père, qui quand même en fait a une relation particulière avec son père, c'est-à-dire qu'au départ son père ne lui parle pas, et c'est à travers les dessins qu'il va faire que son père va commencer à lui adresser la parole, et ils vont développer tous les deux une complicité. Son père va l'armer contre le monde. Il y a cet exercice génial qu'il fait de mémotechnique où, par exemple, il revient de l'école et son père lui dit combien de personnes portaient un pull jaune et autres questions. Et à un moment donné, le petit garçon perd la mémoire, enfin ne perd pas la mémoire, mais oublie, n'est pas attentif et dit il y avait 2 personnes avec un pull jaune et il dit tu mens, il y en avait 0. Donc voilà, il arme son fils contre le monde et puis un jour son père disparaît. Et ça arrive en fait un peu plus tard quand même dans la BD. Donc, quel rapport entre Harry Potter, ce petit sorcier, avec une esthétique quand même assez reconnaissable, de sorcellerie, d'Angleterre, de chimère, et Arthur, votre roi Méduse? Harry Potter est un des exemples les plus connus et populaires d'une sorte d'histoire qui revient pas mal. Il y a un élu. On a pas mal d'histoires avec des enfants élus aussi. Pour être important dans le combat contre le grand mal. Et comme encore davantage d'histoires d'aventure, il est orphelin. Comme pas mal d'histoires d'aventure, il rencontre des parents surrogats, comment on dit? Des parents qui remplacent... Adoptifs. Ah oui, voilà. Ouais. Ce qui se passe dans le livre, en tout cas le tome 1, beaucoup, il y a cet entraînement dont vous parlez, l'entraînement de combattants, l'entraînement d'espions, de survivants et tout ça. Ce qui est quelque chose que si on est dans le souhait de devenir cette personne, de cette sorte Harry Potter, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire chez soi. Et il y a pas mal de gens qui le font en vrai, qui se préparent. Les survivalistes, par exemple. Tout à fait. Et il y a même un exemple plus extrême sur lequel je suis tombé. J'étais déjà dans
dans l'écriture, mais je tombais sur derrière la grille de Maud Julien. C'est une femme qui a été... pour donner une idée très rapidement, son père, un franc-maçon bien déclingué, rien contre les francs-maçons, en particulier juste lui, oui, ça l'est pas du tout. Il a adopté une fille de 5 ans d'un ouvrier qui bossait pour lui. Il a éduqué. À 21 ans, il a marié cette fille, qu'il avait complètement éduquée lui-même, pour, avec cette femme, à ce point, faire un enfant idéal, un enfant prometteur. Et cet enfant, c'est Maud Julien. Cet enfant, depuis l'âge de 0 ans, était éduqué, entraîné de façon quasi torture pour devenir une super héroïne à sauver le monde. Elle devait passer des nuits dans une cave avec des rats à contempler la mort. Elle devait tenir des cordes électriques 10 000 volts sans montrer un truc sur le visage. Bref, retour à Harry Potter peut-être. Donc un cobaye en fait. Un projet. Pas juste pour voir ce qui se passe, mais avec une intention très spécifique d'en faire une héroïne. Mais Arthur, c'est ce projet-là aussi. C'est aussi un projet pour son père. C'est bien plus doux de l'expérience que de Maud Julien, je dirais. Du coup, j'ai une raison pour laquelle je suis allé parler avec elle, boire quelques cafés. À un moment, c'était elle aurait probablement des suggestions intéressantes, mais aussi pour demander permission, quasi, de faire cette version un peu tendre, qui fait un peu envie de ce qui ressemble beaucoup à son expérience horrible et traumatisante. Mais vous trouvez que parce que il y a le filtre du complotisme, mais en fait, ce que vous décrivez, c'est ce que vit n'importe quel enfant qui ne voit que le monde à travers les yeux de ses parents. Et quand on vous lit, on se rend compte, Brecht Evans, que tout ce qu'on a appris jusque-là, en fait, et c'est souvent pour ça que l'âge adulte ou l'adolescence sont si difficiles, c'est que tout ce qu'on a appris, ce sont aussi des mythes qui s'effondrent. Ou en tout cas que ce sont des opinions pas partagées par tout le monde. Pas évidentes. Ouais, mon éditeur aime bien dire aussi par rapport à ce livre que c'est difficile d'échapper le modèle dans lequel on a élevé. Et que ce soit... Parfois, il me donne des suggestions de qu'est-ce qui est le sujet du livre que je suis en train de faire. Il est pas mal. Il trouve le sujet pour vous, finalement, c'est ça? Ouais. Il développe les lignes que vous avez à vendre, c'est ça? Ouais, à vendre, disons, oui. Non, mais pas à vendre, ça dépend. Est-ce que vous parlez de l'exercice de communication ici, une fois que l'œuvre est sortie, ou au moment où vous êtes dans la création? Ouais, exactement. Ah oui, non. C'est l'écriture qui l'intéresse pas. Il est là pour moi, peut-être, pas du tout commerçant. Donc c'est une BD, mais peut-être que je devrais en parler avec votre éditeur, sur la croyance qu'on hérite de nos parents, et dans laquelle on grandit, tous ces modèles, mais vous avez voulu non pas le dépeindre de manière violente, mais tendre. Est-ce que là, je présente bien? Je voulais les deux. Un raison possible pour laquelle c'est écrit comme ça, parce que mon expérience avec mon père est très tendre. Aussi, je crois que ce qui me fascine le plus, c'est ne pas avoir des personnages que j'invite à être jugés, que je jette comme des méchants devant le lecteur. Il faut sentir une complicité, un truc avec ces personnages. Il faut les comprendre, les aimer un peu. Une empathie, ouais. Ouais, les personnages, il faut comprendre ce qu'ils font, même si ce seraient des choses que tu tolérerais pas. Ça doit être des choses que tu comprends. En tout cas, c'est partie de l'exercice. De l'écrire. On venait de parler de l'enfance. Moi, j'aimerais bien parler de l'enfance. Ouais. Qu'on retrouve aussi dans une de vos anciennes bandes dessinées qui s'appelle Panthère. Ouais. Qu'est-ce qui vous fascine avec ce monde de l'enfant, justement, qui est si codifié, en fait, si aliénant? Ouais, j'ai deux petits trucs en tête. Donc, enfance, et d'abord sur votre autre question, c'était que je crois que ce qui me fascine, enthousiasme beaucoup dans l'écriture, c'est le mélange ou la question des gens qui veulent faire du bien à l'autre,
et qui font beaucoup de mal à l'autre avec l'intention de faire du bien à l'autre. Sans que ce soit un truc où je dis « Ah, c'est ça que les gens font ». Mais en tout cas, c'est un intéressant truc qui arrive beaucoup. Où dans l'amour et la tendresse, où le façon dont l'amour et tendresse se traduit, ou le cadre dans lequel il y a parfois qu'un seul cadre dans lequel on arrive à aimer une autre personne, une sorte de jeu qu'on a ensemble, une sorte de contrat qu'on a presque ensemble. De complicité, en fait. Ouais, et le père et le fils, le père et Arthur, ils ont une sorte d'accord comme ça, une sorte de contrat. Pas si consciemment. Je trouve pas qu'Arthur est en train de croire ce que croit son père en faisant semblant. Il est dans cette cosmogonie ou cosmologie aussi, mais peut-être inconsciemment, peut-être derrière, il sent quand même que si je sortirais de ce truc, j'aurais pas d'approbation, j'aurais pas d'amour de mon père, ça serait impossible d'être. C'est pas quelque chose qu'il explicite ou pense explicitement, mais oui, c'est interdit. Et ça, vous pensez que c'est, pour revenir à ma question sur l'enfance, que c'est aussi un moment, un état d'un être humain qui vous intéresse tout particulièrement parce que justement se joue ce rapport-là à la crédulité ou au rapport à l'autre. On va développer une forme d'amour, de complicité qui fait que on va croire sans vouloir se demander si justement c'est pas que de la croyance. On va accepter, on va consentir en fait à une vision du monde inconsciemment. Je crois que les adultes sont très forts pour ça aussi. Pour faire croire des choses à leurs enfants. À croire des bêtises l'un de l'autre. Je crois les raisons que le protagoniste est devenu un enfant, que c'est un enfant. J'ai, il y a longtemps, tenté à commencer à écrire quelque chose qui utilisait l'imaginaire psychotique que j'avais expérimenté. Et ce que j'écrivais était très antipathique. Cette chose plus près de mon propre expérience, un personnage qui me ressemblait beaucoup plus à moi, qui allait dans le même lieu où j'ai vécu ça, à Tokyo et tout, c'était... À Tokyo, c'est là où vous avez eu votre délire d'interprétation. Ouais, c'était un décor incroyable. Ça, c'était dans un sens un petit peu... on s'inquiétait pas pour ce personnage. Ou même pire, il y avait un truc un peu glamour collé sur glamour. Et puis j'ai feuilleté dans des anciens carnets, quasi prêt à abandonner l'idée de faire quelque chose avec cette expérience. Et dans un très vieux carnet, en 2012, je tombais sur un petit paragraphe où un garçon raconte son été. On dirait un exercice d'écriture à la rentrée. Qu'est-ce que tu as fait cet été écrit? Et ce qu'il raconte, ce sont des choses relativement quotidiennes, crédibles sur le comportement de son chien qui fout le bordel. Alterné avec des choses comme et nous avons un puits de serpents pour que quand viennent les cambrioleurs, ils tombent dans le puits de serpents et on peut s'imaginer est-ce qu'il a vu les serpents ou est-ce qu'il y a le mytho des parents, est-ce qu'il y a le truc il y a un truc qui ressemble à un trou et le père a dit qu'il y a des serpents dedans, ce genre de choses. Il me disait voilà mon personnage. Je savais pas tout de suite pourquoi c'était idéal, mais je me rends compte maintenant que, pour plusieurs raisons, entre autres que la vie d'un enfant, j'ai imposé un décor ultra contraint. Il est à la campagne, il est sur une petite île, il est un enfant, donc sa vie se passe à la maison, à l'école. La vie d'un enfant est très cadrée, s'il a un peu de chance, n'est-ce pas, peut-être. Ou trop cadrée. Ouais, il y a des protecteurs, il y a des surveillants, il y a sur une toute petite échelle, il y a toute une vie qu'on peut facilement suivre, dont on peut comprendre et dont on connaît le parcours, ayant été enfant aussi. On sait quand un enfant est en train de faire des trucs qu'un enfant ne devrait pas faire, quand il est en train de sortir de son lieu sûr. Donc ça simplifie beaucoup le parti réalité ou le parti réaliste du livre. Et j'avais besoin de simplifier parce que, comme le délire d'interprétation, c'est le cerveau qui marche à 1000 km/h, c'est interprétation, c'est pas juste quelques délires, mais c'est non-stop et c'est énormément de choses.
donc dans un décor avec énormément d'impulses, stimuli, je veux dire, comme Tokyo. Waouh! Ah ouais. Il fallait le cadre de l'enfance, d'un lieu restreint, pour pouvoir enfermer le délire du père dans un cadre, c'est ça? Pour avoir moins d'objets sur lesquels je devrais quasi saboter le délire un petit peu pour que ce soit écrivable. Sinon, ça aurait été un livre de 10 000 pages ou quelque chose. Donc là, il y a une école, il y a un arbre, il y a la mer, il y a une voiture. Les éléments... On se repère. Ouais, voilà, exactement. Vous avez séjourné quelquefois à Bruxelles. N'étiez-vous pas élève à l'Académie des Beaux-Arts et n'avez-vous pas concouru pour le prix de Rome? À 17 ans, je convoite le prix de Rome. Mais à 20 ans, révolutionnaire outrancier, frondeur combatif, je crie généreusement « Place aux vieux, respectez les écoles éteintes ». Mon tempérament d'anglo-belge sensible, ondoyant, me lançait d'un pôle à l'autre de l'art. Masques expressifs, raies majestueuses, jardins d'amour poudroyants, marins déformés, intérieur lumineux et oscillant, diable corrosif, féminité musicalement parfumée, languée de lumière, et des flammes de neige allumaient étrangement ma peinture de ce temps. Quand je refeuillette mes cartons de 1877, je retrouve des angles cubistes, des éclats futuristes, des flocons impressionnistes, des chevaliers dada, des attaches constructives. Brecht Evans, cette archive nous ramène en avril 1946 et on vient d'entendre la voix de James Ensor qui est un peintre belge. James Ensor est souvent cité comme une de vos influences. Brecht Evans, d'ailleurs, quand vous avez dit que c'était sa voix, vous avez fait un énorme sourire. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu sa peinture et nous dire aussi s'il y a une filiation entre l'art de James Ensor et le vôtre? Ça m'a beaucoup fait rire, ce morceau. Je ne l'ai jamais entendu parler. Lui, c'est 3 ans avant sa mort. Ouais, et comme il rentabilise bien les quelques minutes ou quelque chose qu'on lui accorde à parler, n'est-ce pas? Il laisse pas, il gaspille pas une seconde là. Et j'ai l'impression, je l'adore. C'est quel clown. Enfin, il est pas sérieux. Et c'est très tongue-in-cheek ce qu'il fait là. Enfin, où il est sérieux, où il s'en fout d'être où ça lui plaît bien d'être à la fois dans le drôle et ridicule et ce qu'il trouverait à la fois. En tout cas, il raconte bien les êtres qui peuplent son imaginaire et qu'il rend réel à travers son art. Ouais, je crois qu'il trouve pas ça marrant aussi la fausse modestie, clairement. Ouais. Où j'oserais à certains moments me reconnaître là-dedans. Ensor, comme pas mal de choses, on peut parfois trop rapidement dire influence, quand en fait c'est affinité, que au fur et à mesure on découvre une affinité avec un artiste comme et du coup là j'ai envie de commencer à le regarder mieux parce que je sens que on a peut-être quelques projets en commun ou quelques envies. C'est quoi cette affinité, Brecht Evans, avec James Ensor? C'est sur les couleurs, sur le fait que votre travail peut ressembler parfois beaucoup plus à de la peinture qu'à une BD telle qu'on attend d'une BD avec du dessin où là vraiment vous faites appel à des techniques d'aquarelle notamment qui vont relever plus de ce travail-là? Anciennement, j'aurais dit que l'affinité était visuelle, les couleurs comme vous dites, mais aussi il fait attention où il trouve des astuces presque un peu pour se forcer à varier les visages très concrètement. Donc il y a plein de masques, etc. Quand il dessine une grande foule, il va faire un carnaval pour que les gens soient... En vrai, je ne sais pas s'il savait, mais il n'y avait pas besoin de donner des masques à des gens pour leur donner des visages. Non, il faisait les deux, quoi. Mais donc, il n'avait pas envie de dessiner plein de humains normaux. Il voulait vraiment que ça part dans tous les sens. Et je me suis très fait plaisir avec un catalogue de lui, avec pas mal de textes et photos dedans aussi. C'est un clown. Il joue des duels avec ses potes sur la plage, à Ostende, en escrimant avec des os.
sa maison, une sorte cathédrale du carnaval. Et ce que j'aimais peut-être, ce qui m'a le plus marqué, j'avais oublié de dire, il y a une affinité aujourd'hui avec lui qui est plus dans ce truc où il aimait peindre des choses, on va dire, un peu plus galactiques, grandioses, bibliques, que ce qui commence à me faire plaisir. Mais où j'ai senti vraiment affinité, c'était en lisant une petite lettre qu'il envoie à un ami où il parle de ses factures et ses hémorroïdes. Et là, je me disais, ah oui. Là, il y a une affinité. Ouais, là, il y a affinité. Là, il y a affinité sur les hémorroïdes et la facture, quoi. Ça confirmait un truc comme, on a ces grands artistes, Oui. dont certains, moi, j'ai pas tendance à faire ça, ou que si ça arrive, je le fais pas exprès, mais de renforcer leur image glorieuse et un peu différent que des gens normaux. Là, sur cette bribe qu'on a écoutée, Ensor le fait à fond, quoi. Il se donne à créer une image ou confirmer une image d'artiste comme génie et tout. Mais qu'au fond, facture et hémorroïde va occuper l'esprit la plupart de la journée. Mais c'est intéressant parce que vous parliez de James Ensor qui travaillait sur les visages, mais en fait plutôt sur des masques. Vous vous dites, mais en fait, pourquoi il faisait des masques alors qu'il aurait pu faire des visages? Mais vous, à l'inverse, dans vos bandes dessinées, il y a très peu de visages, en fait. Ils sont très peu esquissés. Il y a plus, on a l'impression plutôt d'être à l'intérieur d'une tête, dans un esprit et dans un monde, en fait, dans un univers infini et en même temps qui nous enferme, comme je le disais au début. C'est pas l'aspect extérieur des personnes qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Non. Vous êtes très intéressé par les visages? Ouais, dans un sens. En tout cas, les dessiner est un exercice très important. Donc dans Le Roi Méduse, dans le nouveau livre, il y a le visage du père est une sorte ovale foncé. Il n'a pas des traits définis, il n'a même pas des oreilles. Ce qui est, je crois, dans ce cas, un très bon choix de caractérisation du visage. C'est nullement un désintérêt du visage. Mais ceci est très intéressant, peut-être particulièrement pour des dessinateurs ou des peintres ou des gens qui veulent raconter en dessin. Mais les visages sont 80% de ton truc, ont l'importance gigantesque dans ton dessin quand il y en a. Si tu dessines un visage, ton public, la personne qui regarde, va probablement beaucoup moins regarder le reste du dessin. Il y a de bonnes chances qu'il va regarder moins la posture, la façon dont tout le corps se tient. Il va moins regarder le décor, moins regarder les autres choses dedans. Si tu vas faire un visage, ça a donc intérêt à avoir fait un très bon choix. Un choix très pensé. Donc, la plus grande erreur que le dessinateur peut faire, c'est faire le même visage partout. Ça, je trouve ça absolument... j'ai l'impression... Peut-être je connais... Non, je vais pas faire mauvaise langue. Peut-être sur des peintres morts un peu, mais... Alors, Modigliani, c'est un peu... C'est toujours le même visage? Ouais, non. Peut-être Tintin, il a toujours le même visage. Hein. Qui ça? Tintin. Lui-même. Oui. Qui d'autre? Mais pas les autres personnages n'ont pas le même visage Tintin, n'est-ce pas? Non. Enfin, je ne veux pas faire la grosse défense, bataille de Tintin. De visage tout le temps. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, je veux dire, entre les personnages. Ouais. Entre les personnages, en fait, qu'il a un style de visage et pas d'autre. Tout à fait. On peut alterner le visage du même personnage au cours d'une histoire, mais du coup, on a encore plus intérêt à lui avoir donné un design très reconnaissable pour pouvoir jouer avec, lui donner une silhouette très reconnaissable, peut-être un motif, des choses comme ça. Le design des personnages est très très important. Et les paysages intérieurs que vous... Parce qu'on a l'impression quand on regarde vos BD, Brecht Evans, qu'on est donc dans la tête, à travers les yeux en fait, toujours de la personne qui déambule dans la rue, qui déambule dans un bar, qui déambule aussi dans son appartement, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Là, ça explose en fait, tous les termes qu'on peut trouver de chaos, d'explosion, de prolifération de couleurs sont presque trop banales pour décrire ce qu'on voit. Ce que vous faites. Oui, c'est vrai que je risquais d'oublier que aussi dans les autres BD, il y a un truc de... on est dans le regard du personnage, en effet, qui déambule dans la ville. Je fais beaucoup d'efforts dans Les Rigoles ou des autres livres
de dessiner quelque chose qui ressemble à la perception totale, sensorielle. Charles Burkfield est un peintre qui fait ça super bien. Mais ça va m'égarer quand j'aime trop un artiste. Cette fois, on est en plus dans l'interprétation, la schématisation, la compréhension plus abstraite du monde et beaucoup plus explicite, commentée par de la narration. Mais en effet, il y avait déjà ça. Visualisation de sons, Je voulais dire un truc là-dessus. Vous avez quelques secondes encore. Ah oui, je sais ce que vous voulez dire. Allez-y. Alors, en peu de temps, hein. Dans ces trucs de monde, de foule, des gens parisiens et tout ça, il y a quelque chose, on connaît ça, en tout cas nous. Hein, on connaît à quoi ressemblent les gens à une table qui boivent des verres. Donc ce genre de sujet, assez quotidien pour nous, on peut aller très loin et cubiste et délirant et psychédélique dans la façon de peindre. Mais dans ce livre, où je dois dessiner plein de choses très étranges, qu'on croit qu'on doit comprendre, je dois dessiner très précisément. Je peux pas aller tout le temps dans le cubisme et l'expressionnisme, pas dans le sens qu'on le connaît, le truc un peu Kandinsky. Je dois être précis parce que les sujets sont très étranges et il faut les comprendre. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Bret Stephens. C'est ça pour aujourd'hui? Bah oui, ça passe vite en fait. Oh merde, j'avais encore plein à dire. Bah vous reviendrez parce que là on peut lire Le Roi Méduse, c'est le premier volume qui vient de paraître chez Actes Sud, mais le deuxième volume va paraître à l'automne, c'est ça? Oh, j'aurais bien aimé. Ah, ça va pas être le cas? Je sais pas. On verra. Bon, à l'occasion que vous reveniez. Hein, oui, je viens. Max dans un an. Ok, on prend date. Bret Stephens, avant de terminer, vous devez choisir une chanson. On a choisi, nous, 2 chansons. Une sur les méduses, l'autre sur les panthères. Laquelle préférez-vous, méduse ou panthère? Et je ne peux pas savoir quelle chanson? Non, c'est la règle. Vous pouvez pas savoir. C'est nous qui avons choisi. La panthère est pas mal. Ouais, exactement, j'allais dire panthère. Eh ben, je soupçonne que c'est mieux que celle de méduse. 1, 2, attention. 1, 2, 3, 4, la pantera. 1, 2, attention. 1, 2, 3, 4, la pantera. 1, 2, attention. 1, 2, 3, 4, la pantera. 1, 2, attention. 1, 2, 3, 4, la pantera. Cristal, la Panthera, ça vous plaît beaucoup, Bret Stephens? Oui, on avait raison, non, c'est la Panthère. Ouais, la Panthère, c'est bien. Clairement. Un grand merci à vous et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés tous les jours par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Louise André qui a trouvé cette magnifique chanson. Prise de son d'Ali Ya. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Midis de Culture et sur l'application Radio France. À demain, Nicolas. À demain.